15e édition déjà de nos Facebook Live pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, de confiner, on l'a appelé comme ça. Ce soir avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir Marlène, merci d'être avec nous. Et Jamila Schafter, qui est une marcheuse, mais qui est aussi et surtout, ce soir, c'est à ce titre-là qu'on t'invite aussi, créatrice, fondatrice de l'association Entre elles et eux, qui est une association, tu nous diras plus précisément, mais qui est là pour aider les victimes de violences conjugales. Bonsoir. Et donc, bonsoir Jamila, et bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais absolument qu'on puisse aborder évidemment ce thème avec nos internautes. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions sur le sujet. On voit que la période de confinement, elle crée aussi beaucoup de difficultés pour grand nombre de familles, de publics qui sont plus fragiles, parfois qui décalent des soins, parfois qui sont en difficulté par rapport à leur vie quotidienne, qui ont du mal à s'alimenter, mais aussi des familles qui connaissent des violences intrafamiliales. On a parlé avec Adrien Taquet des violences sur les enfants, mais de façon plus générale des violences au sein des familles. Vous êtes évidemment toutes les deux extrêmement mobilisées à titre divers sur ce sujet-là, et je voulais qu'on puisse aborder toutes les questions. Peut-être Marlène, en commençant par toi et en te demandant de façon peut-être plus générale ce que le gouvernement a fait pendant la période pour lutter contre les violences intrafamiliales, sachant que c'est évidemment un sujet de mobilisation pour le gouvernement et pour toi, évidemment, depuis le début du quinquennat. Oui, avec plaisir. Bonsoir Stan. D'abord, merci pour cette invitation et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Et je suis ravie d'être là avec Jamila, qui a un engagement incroyable et qu'elle nous racontera, j'espère, tout à l'heure. Dès l'annonce du confinement, on a commencé à pressentir qu'il pouvait y avoir une augmentation des violences conjugales, d'abord du fait d'être confiné avec son bourreau, parce que quand on est confiné en famille dans un couple où on s'aime, où on s'entend bien, où voilà, c'est parfois pas difficile, mais quand on est confiné dans des conditions atroces parfois, quand on est confiné avec quelqu'un qui vous frappe, quelqu'un qui vous menace, quelqu'un qui exerce sur vous des pressions, des violences psychologiques, qui en plus pendant le confinement parfois vous empêchent de sortir. Nous on a des témoignages de femmes confinées avec un conjoint qui leur donne pas d'attestation, pas de quoi écrire et qui leur fait croire qu'elles n'ont pas le droit de se rendre par exemple au commissariat. C'est très difficile. Donc on a eu une multiplication par 5 des signalements à la plateforme du gouvernement qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qu'on voit s'afficher derrière moi. Je rappelle que cette plateforme, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et grâce à l'engagement de Christophe Castaner et du ministère de l'Intérieur, vous avez des policiers, des gendarmes qui vous répondent, qui sont derrière l'écran, qui sont formés sur la question des violences sexistes et sexuelles et qui sont fondés à diligenter des interventions à distance, mais aussi à faire ouvrir des enquêtes. Et ça, c'est très important. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Pendant le confinement, c'est pas une période de non-droit, c'est pas une période où on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Les forces de l'ordre sont mobilisées. Même si les juridictions sont fermées, avec Nicole Belloubet, nous avons fait en sorte que tout ce qui concerne les violences conjugales continue à être traité parce que ce sont des urgences et avec une priorité pour l'éviction du conjoint violent, c'est-à-dire le fait d'écarter le conjoint violent du domicile conjugal. Et pour ce faire, on a financé 20 000 nuitées d'hôtel et on a lancé une plateforme en lien avec le groupe SOS pour que ces décisions de justice deviennent des réalités. Notre priorité, c'est vraiment mettre fin à la cohabitation dès lors qu'il y a des violences, spécialement en période de confinement. Ouais. Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on puisse parler ensuite de la suite, parce que c'est souvent des questions qui se posent. Qu'est-ce qui devient une fois qu'on a fait un signalement, une fois qu'il y a une décision qui a été prise d'intervention de la police? Peut-être, pour être extrêmement clair, tu as cité la plateforme, et donc ta recommandation, c'est d'abord de le faire sur Internet. Il y a aussi un numéro de téléphone. Je crois que c'est très important qu'on puisse vraiment donner toutes les informations à nos internautes. Par téléphone, du lundi au dimanche, de 9h à 19h au 39 19. Là, vous avez un numéro d'écoute et d'accompagnement
des femmes victimes de violences conjugales ou des témoins qui ne savent pas quoi faire. En cas d'urgence, le 17, la police. Si vous ne pouvez pas téléphoner en cas d'urgence, SMS au 114. Et si vous voulez contacter des policiers, des gendarmes, sans faire la démarche de vous rendre dans un commissariat, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et peut-être dernier numéro de téléphone qui ne s'adresse pas aux victimes et aux témoins, mais qui s'adresse aux gens qui pourraient avoir des accès de violence ou des accès de colère qu'ils ne sauraient pas gérer et qui ont peur de leur propre réaction, notamment pendant le confinement. J'ai demandé à la FNACAF de lancer un numéro 08 019 019 11. On a une centaine d'hommes qui appellent par semaine en disant qu'ils veulent savoir gérer leurs accès de violence. Il y a des gens qui sont des pervers, qui frappent et qui prennent du plaisir dans le fait de terroriser la personne avec laquelle ils vivent. Il y a aussi des gens qui ne savent pas comment faire face à leur accès de violence et sans évidemment ni les excuser ni quoi que ce soit. Si on peut éviter des actes de violence, il faut le faire et que ces personnes se fassent prendre en charge. C'est leur responsabilité de le faire. Et alors, tu disais, Marlène, qu'il y a eu un grand nombre d'appels, beaucoup plus de signalements. Est-ce qu'on est en capacité, notamment les personnes qui travaillent derrière le 3919, justement de gérer, de recevoir tous ces appels-là? Est-ce que vous avez les moyens suffisants pour pouvoir faire face? Alors, on a augmenté les moyens du 3919. D'abord, on a fait en sorte que la ligne puisse perdurer. Les écoutantes du 3919, elles sont à domicile, confinées parfois avec leurs enfants. Et donc, c'est les gens de mon cabinet qui ont livré un par un les téléphones à leur domicile pour qu'elles puissent continuer. Et on a diminué le volume d'horaire de travail pour les écoutantes, mais tout en maintenant une plage horaire du lundi au dimanche. Maintenant, il y a des lignes techniques. Quand vous êtes à distance, pour rentrer un peu dans les détails techniques, il n'y a que 10 lignes qui peuvent être prises en simultané. Donc, il y a pu arriver pendant le confinement qu'il y ait des appels qui ne trouvent pas immédiatement une réponse au 3919. Et ça, c'est terrible pour nous parce que notre objectif, c'est que 100% des appels trouvent une réponse. Et c'est justement pour ça aussi qu'on multiplie les possibilités d'appeler à l'aide, qu'on a fait ces points d'accueil dans les hypermarchés, dans les centres commerciaux qui sont restés ouverts. Il y en a une 60aine dans toute la France. Et c'est très utilisé parce que vous allez faire vos courses et soit pour vous-même, soit pour une sœur, une copine, une voisine, une mère de l'école, etc., bah vous vous arrêtez et vous pouvez vous renseigner sur concrètement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux lui donner comme info, où elle peut aller se faire reloger, quelle plainte déposer, comment mettre fin à ce couple, comment avoir une ordonnance de protection, comment faire pour qu'on me donne un téléphone grave danger, pour que je puisse appeler à l'aide, pour que mon ex ne s'approche pas de moi quand il vient me terroriser, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment des actions très concrètes pendant cette période de confinement. Et peut-être avant de demander à Jamila comment elle voit les choses depuis le terrain, quels conseils tu donnes et recommandations à des personnes qui sont des témoins, qui entendent des cris dans l'appartement à côté, qui ont une suspicion? Est-ce que le conseil c'est d'aller toquer à la porte, d'appeler la police, d'appeler le 3919 quand on est témoin et qu'on voit les choses? Je pense que le process est peut-être pas tout à fait le même quand il s'agit de violences sur des enfants et de violences conjugales. On a beaucoup parlé, Adrien Taquet et moi, en direct, parce qu'en fait, il y a une violence intrafamiliale. Donc, c'est une violence intrafamiliale, mais qui ne procède pas toujours de la même chose. Pour un enfant, l'enfant ne peut pas, c'est très difficile pour un enfant d'appeler le 119. Beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité de le faire. Une femme ne peut pas quand elle est sous emprise. Je ne dis pas qu'elle est un enfant, mais je dis que quand on est sous emprise psychologique, c'est difficile. Donc, je pense qu'il est important d'intervenir. Quand on entend des cris, quand on entend des menaces, quand on pense qu'il y a un danger imminent, le 17 ou par SMS le 114. Mais sinon, glisser un petit mot, envoyer un mail, un texto, prendre des nouvelles, poser la question. Poser la question, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui d'elles-mêmes ne vont pas aborder le sujet. Si j'étais victime de violences conjugales, là, vous ne m'avez pas posé la question, je ne vais pas d'un coup vous dire, sinon j'ai quelque chose à vous dire, c'est très difficile pour moi la situation en ce moment, etc. En revanche, si vous lancez le sujet, si on dit tout va bien, est-ce que ça va dans ton couple? Est-ce que tu sais qu'il y a un numéro? C'est le 3919, tu peux l'appeler. Comment ça se passe en ce moment? Et vous lancez la conversation. Et pour ça, il y a plein de dispositifs d'alerte. En plus de ce que fait le gouvernement, il y a les associations comme celle de Jamila. Il y a une initiative qui s'appelle le point noir. Vous mettez un point noir sur votre main et vous pouvez montrer votre main, même à 20h, aux fenêtres, au balcon, à des voisins avec qui vous avez sympathisé. C'est un code pour dire je suis en danger, aidez-moi. Donc vraiment, pour résumer, ne pas hésiter à intervenir, à appeler la police, à signaler les violences sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr pour protéger vraiment cette femme. Il y a eu plusieurs féminicides depuis le début de l'année. Il y en aurait eu
3 à 5 depuis le début du confinement. Je mets beaucoup de conditionnels parce que tout ça n'est pas jugé, pas traité, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y en a eu quand même. Et pour éviter les prochains jusqu'à la fin du confinement, vraiment appeler, même si on a un doute et qu'on n'est pas sûr, il vaut mieux appeler pour rien. Ouais, bien sûr. Alors tu le disais, c'est vrai que c'est extrêmement important de multiplier les points de contact, les canaux pour se donner toutes les chances. Et toi justement, Jamila, c'est d'une certaine façon ce que tu as fait en créant l'association Entre elles et eux. Tu l'as créée en quelle date d'abord? C'est créé, alors bon, pour remettre en place, donc moi je suis thérapeute et je travaille beaucoup avec des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou psychologiques. Et cette association, elle est née en avril 2019, un peu par colère parce que j'avais une jeune femme que je suivais depuis plusieurs mois, qui avait été abusée dans son adolescence par son oncle. Et quand elle est enfin prête à accepter son statut de victime, elle se rend au commissariat et du coup, elle a été reçue par une autre femme qui, pour réponse, lui a dit peut-être voulais-tu juste montrer un peu d'affection. Je jette pas la pierre aux fonctionnaires de police que j'ai d'ailleurs rencontrés pendant les multiples Grenelles qu'on a organisées à l'initiative de Marlène à Lyon et en Bourgogne avec nos cofondatrices de l'association Armel et Soraya. Et je me suis dit ce jour-là, mais en fait, il faudrait quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux apporter moi? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces femmes qui sont perdues? Comment prévenir? Comment orienter et comment les aider? Et donc cette association, nous sommes plusieurs bénévoles. Donc vous avez beaucoup de profils. On a une avocate qui nous aide beaucoup, qui s'appelle Anne. Donc vous avez Soraya qui est cadre de sécurité, Armel, enfin plein de bénévoles qui sont là et qui tous les jours sur le terrain nous aident. Pour en revenir au confinement, c'est sûr que la mise en place du confinement, les risques accrus pour celles qui se retrouvent enfermées avec leur agresseur. J'ai eu plusieurs femmes au téléphone récemment. Et donc, on a adapté notre fonctionnement pour répondre au mieux aux besoins. On a mis sur le site de la plateforme un forum où il y a des conseils, un espace de discussion. La plateforme est régionale. Comment c'est la vocation? Alors, la plateforme, au début, l'association est lyonnaise, mais du coup, l'idée de la plateforme, c'est un maillage de terrain. J'ai sollicité et je suis ravie toutes les responsables, toutes politiques qui sont en masse rentrées dans le projet. En gros, aujourd'hui, on a un problème à Paris ou, je sais pas moi, à Marseille. J'ai des relais qui peuvent aller aider ces personnes. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une plateforme nationale. On est toujours à la recherche de relais d'ailleurs. On la mettra l'adresse de l'association, l'adresse de la plateforme. On la mettra pour les replays, on la fera apparaître sur l'écran. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est à 25 relais, je crois. D'accord. Alors, c'est vrai que tu mentionnais toute politique, donc juste pour que ça soit bien clair pour les internautes qui nous regardent, c'est des réseaux de gens engagés dans la République En Marche oui. Et qui ont décidé, comme beaucoup de gens qui s'engagent à En Marche, d'agir le plus utilement possible et donc ils sont fédérés et parfois c'est fait au sein du mouvement, parfois ça donne une association comme celle que tu as pu créer et je trouve que c'est exactement le sens et l'ADN de notre mouvement de faire ça. C'est exactement ça et du coup on sent bien la volonté des citoyens d'aider et d'autant plus sur un sujet aussi douloureux que celui-là. Et dans cette plateforme aussi, il y a une sorte de bourse d'entraide. On se rend compte que les violences, notamment économiques, et le déconfinement va aussi malheureusement apporter cela. On va se rendre compte de choses qui se sont passées pendant le confinement et c'est pour ça que le déconfinement est aussi important. Pour permettre à ces femmes de pouvoir sortir, parce que si elles sont restées et qu'elles n'ont pas pu avoir accès au téléphone, elles pourront enfin sortir et enfin dire ce qui s'est passé. Et donc cette plateforme aussi, avec le 3919, avec, comme l'a dit Marlène, le 17, le 114, arrêtons les violences.gouv, tous ces dispositifs pour aider les femmes. Juste cette plateforme, elle a été
elle a été créée, parce qu'il faut que je le dise aussi, c'est grâce aussi à une victime. J'étais en contact avec une victime de violence conjugale qui s'appelle Laura, et on a discuté de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes qui ont vécu des violences conjugales et qui vont partir. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé sur le sujet. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, justement, peut-être pour répondre à la question concrète aussi sur ce qui arrive, tu parlais, Marlène, tout à l'heure du 39-19, ça génère beaucoup de questions de ceux qui nous regardent, notamment une question pour savoir s'il y a des possibilités de loger des femmes qui seraient effectivement victimes de violences conjugales, qui appellent, et une autre question peut-être pour que tu puisses y répondre, est-ce que le 39-19 sera maintenu après le confinement? La réponse est évidente, elle est oui, mais ça va mieux peut-être en le disant. Oui, ça va toujours mieux en le disant sur ces sujets-là. D'abord, si tu me permets, juste remercier Jamila et toutes les femmes qui sont engagées avec elle, Soraya, Armel, et puis bien sûr Laura qui a travaillé avec elle, parce que ce type d'initiative très concrète, elle peut tout simplement sauver la vie de femmes. Il y a les dispositifs du gouvernement qui sont larges et on fait vraiment notre maximum, mais parfois sont aussi les actions de terrain, de solidarité, d'avoir quelqu'un qui répond au bon moment, quelqu'un qui peut vous aider à avoir accès justement à ces dispositifs parce que vous êtes dans une détresse où vous n'avez pas vous-même accès aux informations. Donc vraiment merci à Jamila pour tout ça et bien sûr à toutes les femmes qui travaillent avec elle. Et pour répondre à ta question, Stan, oui, bien sûr, il y a des hébergements disponibles. Et là encore, je le dis parce qu'on entend parfois beaucoup de fausses informations qui peuvent tenter de décourager les femmes. Si on dit à une femme, il n'y a pas d'hébergement disponible, la femme, elle va rester chez elle parce qu'elle ne saura pas où aller quand elle n'a pas de famille ou d'amis à proximité. Donc, je le dis solennellement, nous avons débloqué les fonds pour payer 20 000 nuitées pour mettre à l'abri des femmes victimes de violences conjugales d'ici à la fin du confinement. Elles ne sont pas remplies. Nous n'avons pas eu des demandes pour remplir 20 000 nuitées. Ça veut dire qu'il en reste, et ce, partout en France, puisqu'on les ouvre à la demande. Donc vraiment, si les femmes veulent quitter le domicile conjugal, et j'insiste sur le choix parce que l'éviction du conjoint violent, c'est la priorité. Mais parfois, quand on a été victime d'une tentative de féminicide dans sa cuisine, on n'a pas du tout envie de se réveiller dans ce même endroit tous les matins. Ou quand on sait que notre ex va savoir où nous trouver, on n'a pas envie de rester dans cet appart ou dans cette maison. Donc là, il faut pouvoir reloger les femmes, bien sûr avec leurs enfants. Et ça, oui, c'est tout à fait possible dans les centres d'hébergement habituels qui continuent à fonctionner. Et je remercie vraiment les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales pour ça, mais aussi avec ces 20 000 nuitées d'hôtel. Et le 39-19, oui, il continue bien sûr grâce aux écoutantes qui font un travail incroyable et à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère ce numéro. Et notre but, c'était une annonce du président de la République Emmanuel Macron au moment du Grenelle des violences conjugales. Notre but, c'est qu'il soit ouvert 24 heures sur 24, c'est-à-dire même la nuit. Pour l'instant, la nuit, vous pouvez appeler le 17, envoyer un texto au 114 ou chatter sur la plateforme arrêtonslesleviolences.gouv.fr. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que la nuit, vous puissiez aussi téléphoner au 39-19 pour avoir une écoute, un accompagnement. Je rappelle encore que ce n'est pas un numéro d'urgence parce que c'est très important, mais c'est important d'avoir l'écoute, l'accompagnement, les infos, que faire quand on est victime, mais aussi quand on est témoin. Il y a beaucoup de gens qui appellent le 39-19 depuis le Grenelle des violences conjugales en disant « Je pense que ma collègue, je pense que ma sœur, on m'a raconté quelque chose de pas clair et j'aimerais bien l'aider à aborder le sujet, comment faire ?» Et au 39-19, elles sont formées pour ça et pour guider vraiment pas à pas les témoins et les proches de ces femmes. Ouais, on voit bien à travers tout ce que vous dites toutes les deux, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui est essentiel, qui est l'information. J'espère d'ailleurs que les Facebook Live qu'on peut faire, ils sont utiles aussi à ce titre-là, parce qu'on peut avoir tous les dispositifs du monde, tous les moyens. Si jamais on n'arrive pas à bien toucher les personnes, ouais. Après, c'est le cas pour beaucoup de politiques publiques qu'on mène d'ailleurs. On dit souvent c'est le dernier kilomètre d'une certaine façon. C'est là où il y a beaucoup d'enjeux à pouvoir le faire. Je crois d'ailleurs que maintenant le 39-19, c'est un numéro de téléphone qui est bien plus connu que les points de contact qui étaient les points de contact précédents. Avant le Grenelle des violences conjugales, c'est 8% de la population qui connaissait le 39-19. Voilà, 8%. Après le Grenelle des violences conjugales, grâce à la communication qu'on a fait autour du 39-19, et les médias ont vraiment joué le jeu, c'est plus de 65% de la population qui aujourd'hui connaît le 39-19. Ça veut dire qu'avant, moins d'une personne sur 10 dans vos collègues pouvait vous dire « Ah, mais tu sais, il y a un numéro que tu peux appeler ». Maintenant, c'est la majorité des personnes à qui vous allez en parler. Donc oui, c'est extrêmement important.
C'est essentiel. C'est essentiel comment dire, la diffusion de ces numéros, effectivement, comme la diffusion de l'information sur les pharmacies aujourd'hui qui sont des nouveaux points de signalement des violences domestiques. Ouais. Donc c'est vrai que plus on communique sur ces dispositifs, plus effectivement on peut sauver des vies. Ouais, c'est vrai que moi je me rappelle, parce que je me rappelle que tu l'as lancé le 3 septembre 2019 et c'était malin. Ça fait 3/9 2019. 39-19. Alors quand on vous a toutes les deux en face, on voit bien que c'est très important parce qu'on a les deux bouts de la chaîne, si je puis dire, le gouvernement, ton ministère Marlène et une actrice de terrain comme toi Jamila. Comment vous interagissez d'une certaine façon? Comment est-ce que les dispositifs gouvernementaux peuvent être utiles pour des associations comme toi Jamila? Toi Marlène, est-ce que tu aides les associations y compris récentes, comme Jamila l'a lancé? Comment ça marche, les interactions entre l'État et les associations comme la tienne, Jamila? Marlène? Alors, avec plaisir, je veux bien commencer. Alors, d'abord, en termes de soutien financier, il y a 1300 associations sur tout le territoire qui sont financées par l'État, soit directement par mon secrétariat d'État, soit dans ce qu'on appelle des crédits déconcentrés, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des crédits de subvention qui sont confiés aux directrices régionales et aux délégués départementales aux droits des femmes dans les préfectures et qui décident, parce qu'elles connaissent le terrain, elles savent quelle association est active, a besoin d'argent pour fonctionner, etc., qui décident des subventions qu'elles leur donnent. Donc 1300 associations sur le territoire sont financées en matière d'égalité femmes-hommes. Après, il n'y a pas que le financement. Il y a aussi la manière dont on s'aide très concrètement sur des dossiers. Et en fait, quand on est sur un sujet comme l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences conjugales, on fait dans mon ministère à la fois du macro, du très grand, des politiques publiques, mais franchement, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ne nous envoie pas plusieurs dossiers actuels de femmes victimes de violences conjugales. Et ça, très souvent, les associations et les relais locales comme Jamila et quelques autres le font. Elles nous envoient par télégramme, par message privé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On m'a alerté, le cas de telle femme, tel village, telle rue. Nous, on voit ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il s'agit d'un relogement? Est-ce qu'il s'agit de prévenir la police? Est-ce qu'il s'agit de l'aider pour lui expliquer ce dont elle peut bénéficier comme dispositif? Est-ce qu'il s'agit parfois de convaincre la femme elle-même de porter plainte? Ça arrive que ce soit difficile. Et les associations nous font aussi des remontées de terrain critiques qui sont très utiles pour nous. Et je le vois aussi dans certains commentaires. Quand on nous dit moi j'étais à tel endroit, tel commissariat, on n'a pas voulu prendre la plainte, ou elle a eu une réflexion désobligeante, déplacée par rapport à ce qu'elle venait dire. Pour nous, c'est utile parce qu'on est en lien avec Christophe Castaner, qui est très engagé sur le sujet, avec le ministère de l'Intérieur, et on peut corriger ça. Il y a 120 heures de formation depuis l'année dernière, c'est une décision du gouvernement, 120 heures de formation pour les gendarmes et les policiers en formation initiale pour qu'ils sachent gérer la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour pas crier à travers le commissariat Madame une telle, celle qui a été violée, venez, c'est votre tour, ou pour pas dire qu'est-ce que vous faisiez avec une jupe dans la rue de nuit aussi, faut pas sortir, etc. Je caricature un peu, c'est des choses qu'on entend de moins en moins, mais qu'on peut encore entendre. Donc, je rends vraiment hommage à l'engagement des forces de l'ordre, mais il faut justement, pour honorer cet engagement, qu'ensemble, on sache faire remonter les points critiques ou les points de blocage pour justement les lever. Et ça, on ne peut pas tous les avoir, nous, si on n'avait pas ces points de retour comme Jamila et comme d'autres femmes qui sont engagées et qui nous font remonter ces ajustements. C'est absolument nécessaire. Oui, bien sûr. Et toi, Jamila, quel est ton regard inversé, si je puis dire? Le regard inversé. Alors, c'était déjà tout le travail du Grenelle des violences conjugales. On a effectivement pointé les dysfonctionnements beaucoup au niveau de la justice aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec Marlène, et c'est vrai que quand on a des difficultés ou des questionnements, on peut poser la question. Après, sur les histoires de financement, nous, on est une association autonome, on a des adhérents. J'ai pas demandé de financement. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur, et puis se dire qu'on est là et on peut sauver une vie et qu'on peut aider quelqu'un. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis pas dans un dispositif de financement parce que je ne le veux pas pour l'instant. Notre but essentiel, c'est effectivement l'orientation et la prévention. Et le secrétariat d'État nous aide beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, merci Marlène.
Parfait. Alors, j'en profite, il y a une question très concrète. Il y a des internautes qui disent: Bonjour Jamila, je ne connais pas votre nom. Donc, ton nom, c'est Shafter. Mais on le réécrira dans le Facebook Live. Alors, il y a énormément de questions sur un point qu'on a abordé, mais peut-être trop rapidement, qui est l'articulation entre l'ensemble des signalements. On en a beaucoup parlé, la façon de communiquer et derrière les décisions de justice qui peuvent être prises et visiblement des remontées assez critiques sur la lenteur ou le fait que les dossiers peuvent se perdre, etc. J'imagine que c'est quelque chose auquel tu es évidemment confrontée, Marlène, quotidiennement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là? D'abord, moi, je partage ce constat. Hein. C'est même la base de mon engagement et ça fait partie des choses sur lesquelles j'avais alerté de longue date quand j'étais élue locale ou présidente d'association en faisant les calculs, en partageant le fait qu'il y a par exemple sur les violences sexuelles en France, si on prend les chiffres officiels du ministère de la Justice et qu'on les recoupe, on arrive au fait qu'il n'y a que 1% des violeurs en France qui sont effectivement en prison. Il y a un vrai problème d'impunité en ce qui concerne les violences contre les femmes, les violences sexuelles, mais aussi les violences conjugales. Et c'est contre cette culture de l'impunité qu'on se bat chaque jour avec l'engagement très fort de Nicole Belloubet, puisqu'elle s'était de longue date, elle est très engagée sur ces sujets, comme ministre de la Justice, elle l'est aussi. Et donc, il nous faut faire bouger les choses. Donc, ça veut dire à la fois améliorer la loi. Juste avant le confinement, tu te souviens, puisque tu l'as voté, on a voté beaucoup d'améliorations. L'entrée de l'emprise dans la loi, le phénomène d'emprise, le vote du bracelet anti-rapprochement du conjoint violent qui permet de le maintenir éloigné, la déchéance de l'autorité parentale pour l'homme qui a frappé sa femme en présence des enfants ou qui s'est rendu coupable d'un féminicide, etc., etc. Une centaine de mesures sur cette loi qui était portée par la députée Bérangère Couillard et qui est issue du Grenelle des violences conjugales et qui nous a permis vraiment d'avancer. Et puis au-delà de la loi, il y a la formation. Donc là, on travaille beaucoup avec l'école de magistrature. Il y a quelqu'un qui s'appelle Youssef Badr qui mène un travail incroyable dans ce cadre pour améliorer sans cesse la formation des magistrats. Et puis, il y a l'application. Et l'application, c'est vraiment là qu'est le gros point d'amélioration pour faire en sorte de lutter contre l'impunité. Il faut que les auteurs de violences conjugales sentent qu'ils risquent quelque chose. Si le type, se dit « je vais la frapper, je vais faire 24 heures de garde à vue, je vais rentrer chez moi », et il ne se passera rien, il y aura un problème. Et le Grenelle des violences conjugales, on l'a lancé aussi parce qu'il y a un problème. Parce que quand moi, j'ai en face de moi, dans mon bureau, des gens qui m'expliquent que leur fille a été assassinée après 1, 2, 4, 6 plaintes au commissariat et que jamais l'assassin n'est passé devant la justice et qu'on l'a laissé libre, qu'on l'a laissé avec ses armes chez lui, etc., c'est quelque chose que je refuse. Vraiment, on doit se battre contre ça. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a fait voter la saisie automatique des armes à feu. On dit souvent morte sous les coups de son conjoint. C'est vrai, mais le premier mode opératoire de féminicide, ce sont les armes à feu. Et maintenant, depuis cette loi qui a été votée, et j'espère qu'il sera promulgué après le confinement, on pourra saisir les armes à feu dès lors qu'une plainte aura été déposée. Ça pourra permettre, je l'espère, de sauver des vies, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, peut-être, je ne tiens pas mes engagements de durée, mais il y a tellement c'est un sujet qui est tellement important et il y aurait tellement de choses à dire qu'on pourrait passer évidemment plus de temps. Je voudrais pas qu'on clôture ce moment ensemble sans parler, parce qu'il y a d'autres types de violences. Il y a des violences contre les LGBT. On le voit aussi pendant le confinement. Marlène, c'est un sujet qui, évidemment, te tient à cœur et fait partie de ton champ ministériel. Est-ce que tu peux nous dire là-dessus ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as décidé de faire? Oui, bien sûr, on a lancé un plan de soutien à la demande des associations qui ont tiré la sonnette d'alarme en nous disant à quel point les associations avaient des retours de terrain effroyables de jeunes, soit qui sont confinés, soit qui n'ont pas fait leur coming out et qui sont confinés avec des parents qui les persécutent un peu pour leur poser des questions, etc., soit qui l'aient déjà fait et qui soient confinés avec des parents homophobes. Et encore une fois, le confinement, il ressemble pas à Instagram pour tout le monde. Il y a des gens pour qui le confinement, c'est faire des jeux de société, faire du yoga, etc. Et tant mieux, parce que chacun essaye de tenir et de s'en sortir comme il peut. C'est formidable qu'il y ait des familles unies, heureuses, mais il y a aussi des gens pour qui le confinement, c'est un enfer, et il y a des jeunes LGBT+, qui en font partie quand ils sont confinés dans ce cadre. Donc avec Olivier Dussopt, on a débloqué une enveloppe de 300 000 € pour financer de nouveaux hébergements, au cas où des jeunes LGBT+, doivent partir de leur famille et être hébergés et pris en charge. Et puis, on a mis en œuvre une application avec l'association Flag,
que vous pouvez télécharger qui s'appelle Flag et qui permet de lutter contre les violences dans les couples de même sexe. Et puis on travaille avec plusieurs associations dont SOS Homophobie, le MAG et Contact. Je m'arrête peut-être là-dessus une seconde parce qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent et qui pensent que leur enfant est gay, lesbienne, bi ou peut-être trans et qui ne savent pas comment réagir. Il y a des familles chez lesquelles c'est quelque chose de naturel, c'est un non-événement, mais il y a aussi des familles chez lesquelles ça bouscule et les parents ne savent pas comment réagir. Et pour réagir en toute bienveillance, l'association Contact, elle peut accompagner ses parents, les familles, les frères et sœurs, et simplement en bienveillance échanger, discuter avec elles et eux pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour toute la famille et que l'enfant ne soit pas stigmatisé, soit pas victime de railleries, de moqueries au sein de sa famille, ne soit pas mis au banc de sa famille, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont mis dehors quand ils expliquent et qu'ils parlent de leur orientation amoureuse ou sexuelle, et y compris pendant la période de confinement. Donc ça, c'est très grave et il faut nous mobiliser. Oui, bien sûr. Écoute, merci en tout cas pour cette action-là, ce que tu fais. Je pense que c'est totalement essentiel. Peut-être pour conclure toutes les deux, on a beaucoup parlé de vos actions quotidiennes, de la période de confinement, des difficultés qui étaient engendrées. Peut-être un dernier mot pour dire comment vous appréhendez ce qui sera aussi une phase redoutablement compliquée, qui est celle du déconfinement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour à la normale? Est-ce qu'au contraire, ce sont d'autres difficultés qui vont apparaître à ce moment-là? Comment est-ce que vous voyez la suite, même si évidemment c'est difficile de la prévoir? Pour conclure toutes les deux. Jamila. Le déconfinement est important pour pouvoir reprendre en toute sécurité le fil de nos vies. Moi, je suis un peu inquiète sur ce qu'on peut peut-être découvrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui n'ont pas forcément pu avoir accès au téléphone, à leur ordinateur, et que la liberté de pouvoir sortir sans autorisation pourra être un moment pour elles qui sera très fort et très important. Donc je pense qu'il va falloir encore plus être vigilant et vigilante après le 11 mai. Merci Jamila en tout cas et merci pour l'action que tu mènes au quotidien. Marlène, un mot pour conclure ce débat. Alors d'abord, je partage évidemment ce qu'a dit Jamila. Moi, j'ai vraiment une crainte. Je pense qu'au moment du déconfinement, quand on va rouvrir les portes de certains appartements, de certaines maisons, on va trouver des situations terribles en termes de violence intrafamiliale et des enfants et probablement des femmes dans des états, à mon avis, assez dramatiques qui n'ont pas eu effectivement accès à des aides. Et là, ça va nécessiter une mobilisation vraiment très grande. J'étais avec l'ordre des médecins par vidéo interposée tout à l'heure. Et ça va demander une mobilisation vraiment importante. Par ailleurs, il y a un autre risque, il y a deux autres risques majeurs. En fait, d'abord, le risque de violence sexuelle. Là, on va sortir d'une période de confinement où certaines personnes ont été enfermées pendant 2 mois, parfois seules. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a environ 1% des violeurs qui sont en prison en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été auteurs de viols ou d'agressions sexuelles qui sont toujours libres en France, qui circulent, et je crains qu'il y ait une période de décompensation collective qui n'engendre un certain nombre de violences sexuelles, d'autant plus que des ONG, notamment indiennes, ont documenté le fait que les recherches sur les sites pornographiques, à mesure que le confinement avance, sont de plus en plus gore, et qu'on a des mots comme torturée, souffrante, saignante qui reviennent et qui augmentent dans les recherches. Donc je crains vraiment ça, et nous on est en alerte générale. J'ai créé une task force déconfinement avec notamment des neuroscientifiques, des experts des violences sexuelles pour travailler vraiment sur ce sujet, des psychiatres, pour anticiper le mieux possible cette question. Et puis sur un dernier sujet qui peut paraître moins grave mais qui est important quand même, la question du travail non rémunéré. J'ai publié en début de semaine un texte d'analyse d'une 20aine de pages à la Fondation Jean Jaurès sur l'impact du Covid sur la situation des femmes dans le monde. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y aura un impact économique négatif. Il y aura un impact sur les droits sexuels et reproductifs des femmes dans certains pays, sur les mariages précoces et les grossesses précoces et mariages forcés du fait de la fermeture de l'école, qui habituellement est un bouclier. Et il y a un impact sur la part du travail non rémunéré réalisé par les femmes. Les tâches ménagères, je disais tout à l'heure, 63% des familles sont les femmes qui ont fait tous les repas de la famille pendant le confinement, mais aussi tout le travail dit non rémunéré, les aidantes familiales, les femmes qui sont allées coudre des masques en tissu gratuitement pour tout le quartier ou pour toute la famille. Et là, il y a un vrai risque d'épuisement silencieux des femmes et un risque de retour à des rôles stéréotypés, c'est-à-dire l'homme qui travaille et qui gagne de l'argent,
et la femme qui fait ce qu'on appelle le care et des tâches non rémunérées. C'est un peu ce réflexe conservateur, comme dit la consultante Marie Donzel, auquel on assiste en période de crise. Donc je pense que ça demande une vigilance, une mobilisation très forte. Et avec Jamila, on compte sur La République En Marche et sur toi, Stan, pour maintenir le sujet fortement à l'agenda pour défendre l'égalité femmes-hommes. Bien sûr. Je crois que c'est pas du tout un sujet anodin. Et je précise que je fais un excellent risotto au citron. Mais ça n'intéresse pas complètement nos internautes. Voilà, c'est sur cette touche culinaire que je vous propose de conclure. Merci toutes les deux une nouvelle fois et pour vos actions et d'avoir pris le temps, je crois, et j'espère de transmettre des informations utiles ce soir. On essaie de mettre à profit cette période pour être le plus utile possible et parfois communiquer, informer et lutter contre la désinformation. C'est une manière d'être utile et j'ai voulu que le mouvement soit très engagé dans cette période. Merci pour ton engagement. Merci Marlène. Merci à toutes les deux. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez chez vous et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon. Alors normalement, on attend Corentin qui revient. J'imagine que le live est fini, mais je suis pas encore totalement sûr. On nous laisse là, c'est ça? On va voir, attends. Alors, on attend Corentin. J'en profite pour dire aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre qu'on est disponible, Jamila et moi, sur les réseaux sociaux en message privé. Si certains ont des questions particulières, bien évidemment, on vous répondra au-delà. Peut-être une recette, Stanislas? Le risotto. Bon, j'étais très stressée, c'est mon premier live, mais ça va. Bah oui, c'était très, félicitations. Très bien. Ouais. On me dit qu'il faut fermer la page. Il faut fermer la page. Je ne sais pas si on est encore en ligne ou pas. Bon, bref, d'habitude, il y a Corentin qui revient et qui dit c'est fini, mais au cas où on soit encore en ligne, on resalue tout le monde et Il arrive, non? Ah, je pense que ça